Allô, allô? Non. Ah, mais tu vas voir comment ça va, tu me diras. Hein. Ok. Ne vous inquiétez pas, la librairie ne va pas s'envoler. Ce que je vous propose pour s'organiser sur ces questions, on va prendre une première question et puis ceux qui auront des questions un petit peu sur le même sujet, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir ensemble? Merci. Il manque un gongo. Je n'ai pas amené mon gong. Donc la proposition, c'est qu'on prenne une question et puis ceux qui ont des questions qui tournent un petit peu autour du même sujet, qui puissent les poser également. Comme ça, on groupe 3-4 remarques, observations, questions autour d'une même thématique et puis on redonnera la parole à Patrick et puis on fera des allers-retours comme ça, si ça vous va. Alors il y a 2 micros qui tournent, sachant que je vous demande vraiment de parler dans les micros puisqu'en fait... Nos collègues de Bruxelles prennent du son et si vous ne parlez pas dans les micros, ils n'entendent pas. Donc voilà, attendez d'avoir le micro. Je vois qu'il y a une question qui se presse à ma droite. Que pensez-vous de la notion de gratuité comme création d'énergie vitale? Alors, juste on ne vous entend pas ou le micro n'est pas branché peut-être. Que pensez-vous de la notion de gratuité comme création d'énergie vitale dans un monde qui marchandise tout? Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent un peu autour de ces questions? Là-bas? Non? Alors ici, Brice. Je vais parler des associations et des entreprises. Devant vous, plus devant vous. Plus devant vous. Devant vous. La première partie, tu parlais de la richesse des associations, et je suis tout à fait d'accord, puisque ça fait 25 ans que je suis dans la vie associative. Mais ce que je crains actuellement, surtout dans les nouvelles générations, c'est que cette vie associative les empêche de s'engager dans leur milieu de travail et donc dans leurs entreprises. De fait, quand on voit le peu de syndiqués dans les entreprises, ça pose des problèmes de l'action collective et d'une solidarité dans le lieu de travail. Et donc, ce que je crains, c'est qu'il y ait une certaine évasion de la réalité. Merci. D'autres questions sur le même sujet? Bonsoir, merci pour votre conférence. Alors, j'ai une question je me posais en fait la question de savoir comment essayer d'articuler les différents types de légitimité entre une légitimité politique au niveau national et puis des légitimités au niveau des acteurs, au niveau local, alors qu'il semble qu'il y ait de plus en plus de grands ensembles. Ça serait une première question. Et puis une deuxième question. Alors, excusez-moi, parce que c'est évidemment une question très importante, mais qui n'est pas exactement sur le registre gratuité, association, etc. Donc, c'est pour les prendre un peu par ensemble. Donc, je vous propose de la reposer juste après, quoi. D'accord. Hein, cette question de la légitimité. S'il n'y a pas d'autres questions qui est sur le terrain des 2 premières interventions, je commence déjà à répondre, et puis ensuite on passe à d'autres. Est-ce que sur ce même terrain, il y a d'autres demandes d'intervention, de questions? Donc je commence à répondre. Si on reprend là aussi le sens des mots, c'est important de ne pas caractériser la gratuité comme étant le fait de ne pas faire payer. Ce qui caractérise la gratuité, c'est la gratification, c'est-à-dire le plus haut niveau possible de la rémunération, c'est-à-dire le moment
où un être humain ou une collectivité, elle est reconnue et donc rétribuée dans deux éléments fondamentaux qui sont la reconnaissance et le sens. Parce que pour un être humain, il n'y a pas d'élément plus important que le fait de se sentir reconnu, de se dire qu'il a sa place dans une histoire et que cette histoire fasse sens. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous pouvez avoir des situations où des gens sont bien nourris, dans des situations confortables, etc. Et puis ils crèvent, y compris parfois au sens physique du terme, de manque de sens et de manque de reconnaissance. Vous avez cette expérience que raconte souvent Boris Cyrulnik de ses bébés sous Frédéric de Prusse, où comme il voulait savoir quelle était la langue maternelle des nourrissons, puisqu'il se posait la question de savoir si c'était l'hébreu, le latin ou l'allemand, donc il avait donné comme consigne de les nourrir, de les placer dans des conditions d'hygiène et de confort idéales, mais de surtout pas leur parler, puisque justement il fallait savoir quelle était la langue qu'ils avaient parlé. Le problème, c'est qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire que cette absence de reconnaissance, telle qu'elle peut être exprimée par le langage, et du même coup cette absence de sens, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un être humain. Donc il faut considérer que la gratification est le degré supérieur de la rétribution. Ça ne veut pas dire du tout que si les personnes ont par ailleurs besoin, par exemple, de monnaie ou de moyens matériels, qu'on ne va pas leur donner, parce qu'à ce moment-là, ça serait un signe de non-reconnaissance. Bon. Et si on dit le bénévolat au sens que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qui caractérise le bénévolat, c'est que ça va être le groupe d'acteurs qui va chercher, à travers ses actions bénéfiques, à trouver un maximum de sens et de reconnaissance. Mais si inversement, vous avez des acteurs qui à la fois ne sont pas payés et qui, en prime, ont le sentiment de ne pas être reconnus et d'être dans une histoire qui ne fait pas sens, à ce moment-là, c'est ce qu'on peut appeler la double peine. Ce qui arrive assez souvent dans le secteur associatif, si on a un œil un peu lucide. Et ce qui en général déclenche des comportements compensateurs de prédation, comme à chaque fois qu'il y a une situation de mal-être, ou on compense. Et moi, c'est ce que j'appelle le problème des droits des bénévolés face aux bénévoleurs. Parce que quand les personnes qui vivent cette situation de double peine compensent, ils prennent une forme de pouvoir sur la vie des autres. Donc la question de penser la gratuité comme critique du système marchand, pas au sens de on ne paye pas les gens, mais au sens où les formes qui sont les formes de rétribution d'un système marchand sont d'une extrême pauvreté en termes de sens et de reconnaissance, alors à ce moment-là, oui, la gratuité est un plus et qui va complètement dans le sens de la valeur comme force de vie. Si elle doit être au contraire, désolé, on n'a pas les moyens de vous payer et en prime on ne vous reconnaît pas et vous n'êtes pas dans une histoire qui fait sens, évidemment ça ne va pas marcher. Alors par rapport à ta question, l'un des enjeux, c'est que dans les formes de l'engagement, les formes même du sens et de la reconnaissance peuvent évoluer. Moi, j'ai bien connu le militantisme des années 70, par exemple. Il est très différent des formes actuelles de l'implication. On a eu un des rendez-vous de la convivialité citoyenne il y a 2 jours, là, dans le cadre du processus États généraux du pouvoir citoyen, avec des jeunes qui sont complètement
dans des projets qui s'appellent Assemblée virtuelle, qui utilisent à fond les outils numériques. Ils ont des modes d'engagement et des types de motivation qui sont très différents de ceux que moi j'ai connus, par exemple, quand j'avais 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles formes d'implication, de nouvelles formes d'engagement. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Ça ne veut pas dire non plus que ta question, elle est tout à fait fondamentale, de dire on a aussi besoin que ces formes d'engagement-là, elles se passent aussi sur les lieux de travail, parce que par exemple, c'est un des endroits où la résistance est nécessaire. Mais il faut, à chaque fois qu'on se pose ces questions-là, là aussi faire preuve de discernement et se poser d'abord la question où sont les forces de vie. Parce que si on aborde un terrain en se disant d'abord, il n'y a rien à faire, c'est l'individualisme, ils sont plus engagés, etc., on est déjà dans la déprime avant même d'avoir commencé. Donc aller repérer, on avait appelé ça lors d'une rencontre à Québec qui s'appelait Globalisons la solidarité, on avait appelé ça les coopérateurs ludiques. L'Alliance internationale des coopérateurs ludiques, parce qu'on était peu de temps après le 11 septembre, et on s'était dit, il y a beaucoup plus de points communs qu'on l'imagine entre la vision d'un George Bush et la vision d'un Ben Laden, parce qu'au fond, ils raisonnent de la même façon, et d'ailleurs ils ont pratiquement le même vocabulaire qui est interchangeable. L'axe du mal, le grand Satan, la grande prostituée, etc. Et on s'était dit, leur représentation du monde, elle est caractérisée par deux termes. Elle est guerrière, bien sûr, mais elle est puritaine aussi. Il s'agit d'en baver. Et par rapport à ça, on s'était dit, bien sûr, il faut opposer une logique coopérative à des logiques guerrières, mais si c'est une logique coopérative tristounette, qui n'a pas d'énergie suffisante, ça sera toujours le pot de terre contre le pot de fer. Et donc on avait lancé l'idée d'une coopération festive et ludique. Alors ce qui était drôle, c'est que quand on annonce ça dans l'Assemblée générale finale, ils avaient invité Rocard, parce qu'il avait été Premier ministre, et parce qu'il avait été le Premier ministre de l'économie sociale en France. Donc il y avait tout l'establishment québécois qui était à la tribune. Et alors quand ils entendent parler de cette alliance internationale de coopérateurs ludiques, ils sont terrorisés en disant qu'est-ce que c'est que cette bande d'alternatifs et qu'est-ce que va en penser l'ancien Premier ministre français. Et au moment où moi je raconte le truc et puis je dis qui est intéressé pour qu'on puisse recueillir les mails, etc., il y a un petit mec au 3e rang qui dit j'en suis, c'était Rocard. Alors à ce moment-là, vous avez toute la tribune qui se met à dire nous aussi. Et donc on a lancé comme ça l'Alliance des coopérateurs ludiques avec tous les alters du coin plus l'établissement québécois. Si je raconte l'histoire, c'est comme toujours derrière les anecdotes, c'est parce que dès qu'on est dans des logiques qui sont ludiques et festives, il y a des pouvoirs d'attraction et des porosités qui sont tout de suite beaucoup plus importantes parce que justement on est sur des terrains où il y a du sens et il y a de la reconnaissance. Partout il y a du sens, de la reconnaissance et que c'est fait dans des contextes tels qu'on se dit on aimerait en être, il y a une capacité d'attraction. Et encore une fois, je ne le dis pas pour peindre la réalité en rose et pour oublier la nécessité de la résistance, de la lutte, de la conflictualité, mais d'une conflictualité qui est à ce moment-là une conflictualité alternative à la violence. C'est très important de ne pas confondre les deux, la nécessaire conflictualité par rapport à la question de la violence, qui est une perspective d'éradication de l'adversaire. Merci. On prend une deuxième série de questions. Oui, donc il y avait une question sur la légitimité. Ouais, voilà, si vous voulez reposer la question que vous aviez entamée tout à l'heure. Oui, en fait, c'était une interrogation sur
compatibilité entre différents types de légitimité, entre une légitimité plus nationale, classique, politique, et puis une légitimité des acteurs au niveau local, notamment la société civile. Comment essayer de penser cette articulation-là dans un monde qui apparaît de prime abord de plus en plus constitué d'ensembles transnationaux? Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Bah oui. Tout au fond, tout au fond. Ouais, sur l'idée d'articulation, moi j'ai bien aimé, l'idée de rêve, résistance, expérimentation et vision globale. Et en fait, je me demande comment articuler justement ces trois, parce que j'ai souvent l'impression qu'on est dans des mouvements qui sont cloisonnés entre des résistances, des expérimentations et une vision globale, et que justement il y a peu d'articulation, peu de liens, et que c'est pourtant l'hypothèse fondamentale du fait que ça marche. Donc, voilà, je me demande. Merci. Quelqu'un d'autre sur ce sujet? Vous avez beaucoup papoté, mais vous n'avez pas trop sorti de questions. Moi, je dis ça. Bah, faut attendre la suite. Ouais, c'est ça. Là, on est déjà sur deux gros sujets. Deux machins. Ah, il y a quelqu'un là. Ah. Oui, c'est un peu dans le prolongement des deux premières questions, tout ce qui est relatif aux passerelles et aux passerelles entre les différents mondes, mouvements, etc. Également la question de la joie qui est dans le noyau et non pas, enfin, je ne sais plus l'expression que vous avez. La cerise dans le gâteau. Et, non pas, voilà. Et la cerise dans le gâteau et le fait qu'effectivement se battre et résister, c'est d'abord vivre et vivre ensemble de façon joyeuse. Avec cette histoire de conflictualité dont vous venez de parler là tout récemment, j'adhère entièrement à tout ce que vous dites là, et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une réalité qui est peut-être occultée, à savoir qu'il y a un monde, le monde des dominants, qui lui ne réagit et ne résonne absolument pas de cette façon-là, et qu'en termes de conflictualité, à un moment donné, on risque fort la confrontation, et une confrontation qui, non pas de notre fait, mais de leur fait à eux, risque d'être violente, même si on veut l'éviter, parce que ces gens-là ne souhaitent absolument pas lâcher leurs privilèges. Et pourtant j'entends bien l'idée du cercle vicieux à éviter, de passer de dominé à dominant. Je l'entends tout à fait. C'est une possibilité. Ah oui, bien sûr. Je partirai de la dernière question pour remonter sur les deux précédentes. Là aussi, c'est très important d'être précis dans les mots que nous utilisons et la nécessaire différence entre le conflit et la violence. Et même le fait de dire le conflit, construire du conflit est une alternative à la violence. C'est-à-dire, il y a situation de violence quand des conflits n'ont pas pu se former à temps. Bon, exemple typique, les émeutes urbaines en Angleterre ou en France. Et donc, l'un des éléments clés, c'est de réserver le mot violence à des actes qui inclut la perspective de l'éradication physique ou symbolique de celui qui à ce moment-là n'est plus un adversaire mais un ennemi. Si on réserve le mot violence à ce cas précis, mais très fréquent dans l'histoire, parce que c'est notamment ce qui se passe dans des situations de lutte armée, on se rend compte que les premières victimes de cette violence d'éradication sont les victimes elles-mêmes
qui ont été amenés à choisir la violence comme moyen d'action pour des raisons qu'elles estimaient être des raisons d'efficacité. Les premières victimes, ce sont elles, parce que le processus d'éradication se caractérise par la non-reconnaissance de l'altérité, la non-reconnaissance de la différence. C'est comme ça que dans les phénomènes révolutionnaires, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, les bolcheviks finissent par considérer que l'ennemi principal, c'est à l'intérieur même des bolcheviks. Et c'est comme ça que Staline, Trotsky, Boukharine, enfin, et c'est la même chose dans la Révolution française, et c'est la même chose partout. Donc c'est très important à la fois de bien distinguer la violence du conflit et de comprendre que les premières victimes de la violence sont les acteurs mêmes qui sont rentrés en lutte contre le système dominant. Après, il faut se poser la question, quelles sont les formes de conflictualité les plus efficaces? Et là, l'une des approches que je trouve très intéressante, c'est l'application du principe des arts martiaux aux formes de la lutte et de l'action sociale. Parce que justement, les arts martiaux, ils sont fondés sur la capacité à se protéger dans des conditions non violentes au sens de l'éradication. Donc il y a à la fois un vrai conflit et en même temps, ce conflit ne bascule pas dans l'éradication de l'autre. Il va même réutiliser la force de l'autre. C'est ce que Saul Alinsky, par exemple, avait appelé le jujitsu de masse. Et le jujitsu de masse, il intègre la convivialité et le plaisir dans l'action comme étant un élément absolument central. Si vous voulez vous en persuader, relisez ce texte malheureusement traduit en français sous un titre de patronage, manuel de l'animateur social, qui perd évidemment complètement la valeur subversive du texte, puisque le mot américain c'est rules for radicals, donc les règles pour l'action radicale. Vous voyez, quand on traduit ça par manuel de l'animateur social, bonjour la déformation des mots. Ben, dans ce que Alinsky définit, et Alinsky, tout le collectif de travailleurs sociaux qui luttaient contre les situations de pauvreté et de discrimination, le plaisir, l'arme du rire et le fait de retourner contre l'adversaire sa propre force jouaient un rôle qui était tout à fait déterminant. Pour donner un exemple particulièrement spectaculaire, mais qui est révélateur de cette situation, ils avaient pris, parce que la première des règles dans ces cas-là, c'est cibler. Parce que si vous êtes dans la dénonciation générale, vous pouvez avoir raison, mais ça reste de la dénonciation générale. Donc plutôt de dire on lutte contre la discrimination raciale, ils disaient on choisit un exemple particulièrement scandaleux de pratique de la discrimination raciale et on va ouvrir un conflit sur le terrain. Donc première opération, ciblage. Donc, par exemple, ils disent on choisit l'aéroport de Chicago qui dans les années 60 était particulièrement scandaleux sur le plan de la discrimination raciale. Ensuite, deuxième principe, enquête sur les points faibles de l'adversaire, mais qui n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Donc on n'identifie jamais les rôles sociaux à des personnes. Bon. Enquête citoyenne sur le terrain. C'est quoi les points faibles d'un aéroport si vous ne prenez pas la sécurité? Puisque évidemment, dans une lutte non violente, vous n'allez pas choisir le premier des points faibles d'un aéroport qui est la sécurité. Bon, ils étaient arrivés à la conclusion que le point faible des aéroports, c'était les toilettes. Parce qu'ils avaient repéré que la moitié des gens qui descendaient d'un avion, ils se précipitaient aux toilettes parce qu'ils n'avaient pas eu le temps avant, parce qu'ils avaient l'estomac noué, etc. Donc, les toilettes. 2, par définition, les aéroports sont loin des villes. Donc, si on bloque les toilettes de l'aéroport, il n'y a pas vraiment d'alternative. 3e point faible, les enfants. Au
bout d'un certain temps, on dit, bon, écoute, fais discrètement derrière le pilier. Et donc, à ce moment-là, à l'occasion d'une bouffe bien arrosée, une anticipation de la sobriété heureuse version ludique, ils imaginent la forme d'utilisation des points faibles de l'aéroport. Donc évidemment, ils arrivent à ce qu'ils vont appeler un check-in, le blocage des toilettes de l'aéroport. Et là, ils se posent la question, qu'est-ce que l'adversaire peut avoir comme contre-mesure? Et là, évidemment, l'arme du rire et du ridicule, elle joue un rôle important, parce qu'ils disent, notre truc est imparable, parce qu'on voit mal les vigiles de l'aéroport, toc, 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 ça fait 3/4 d'heure que vous êtes enfermé, ou monsieur, c'est la 3e fois qu'on vous voit uriner. Donc ils arrivent à la conclusion que leur truc est imparable, et à ce moment-là, autre règle qui est extrêmement fine et savoureuse, c'est la menace est supérieure à l'action. Parce que parmi les points faibles de l'establishment, des dominants, ils sont volontairement paranoïaques. Donc ils ne leur font pas grand-chose, comme eux, ils se savent minoritaires. Donc il n'y a pas besoin de leur faire des grandes démonstrations pour qu'ils se pensent encerclés. Donc le résultat des courses, c'est qu'ils ne déclenchent même pas l'action, ils envoient un faux espion raconter à la direction de l'aéroport l'opération Chitine. Et là, c'est la direction de l'aéroport qui se met en cellule de crise et qui se dit comment on fait. Et qui arrive à la conclusion, effectivement, que le truc est imparable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La direction de l'aéroport négocie. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui fait une grande différence avec, par exemple, ce qu'a été le gauchisme européen des années 70, qui pouvait être très imaginatif du point de vue de l'action, mais qui était absolument tétanisé à l'idée, par exemple, de la récupération. Et donc, du coup, toute perspective de négociation le paniquait. L'une des règles dans Rules for Radical, c'est ne cours jamais le risque d'être désemparé, ne cours pas le ridicule d'être désemparé si ton adversaire accepte de négocier. Parce que la question, c'est est-ce qu'on négocie dans une situation de dynamique de force où la possibilité d'une victoire partielle est ouverte? Et de fait, à ce moment-là, il négocie et la direction de l'aéroport, elle canne sur les points fondamentaux. Et évidemment, ce n'est pas la totalité de la discrimination raciale qui se trouve à cette occasion mise en cause, mais cette victoire partielle devient un élément d'appui décisif qui va permettre d'autres actions, d'autres luttes, etc. Bon. Et bien, si on appliquait ça dans les situations actuelles, par exemple, la question clé, c'est quoi les points faibles, par exemple, des grandes multinationales? C'est quoi les points faibles des marchés financiers? Ben, par exemple, l'un des points faibles, c'est le capital réputation. C'est-à-dire, il y a une caractéristique du cynisme, c'est qu'il est inavouable. Hein, vous pouvez être cynique en chambre, vous ne pouvez pas déclarer des objectifs cyniques officiellement, etc. Et donc, toutes les grandes organisations qui cherchent à créer de la domination, leur point faible majeur, c'est leur capital réputation. Si vous avez des actions qui sont organisées pour fragiliser le capital réputation, elles vont avoir une efficacité beaucoup plus importante. Prenez l'histoire d'il y a quelques années, qui était l'histoire de Danone. Hein, Danone fait ce qu'on appelle des licenciements boursiers, et il y a un boycott qui est organisé, c'était à l'occasion du licenciement d'élus, il y a un boycott qui est organisé. Évidemment, sur le plan strictement économique, ce boycott, c'est un coup d'épingle par rapport au chiffre d'affaires de Danone. Mais ce boycott, il joue un rôle décisif parce qu'il attaque le capital de réputation, et Danone ne s'est toujours pas remis de ce boycott. Et la plupart des actions de Danone sont en permanence habitées par l'idée qu'est-ce qui se passe si, à nouveau, notre capital réputation est mis en cause. Vous avez une entreprise comme Coca-Cola. 90% de la valeur boursière de Coca-Cola
est liée à son image de marque. C'est pour ça, par exemple, que Coca-Cola finance quantité d'opérations autour du bonheur. L'idée associée Coca-Cola à l'idée de bonheur, c'est un impératif stratégique pour l'entreprise. Si jamais, quelque part dans le monde, ce lien-là est mis en cause, vous avez immédiatement une cellule de communicants qui va sur le terrain, et y compris qui est prêt à acheter les contestataires pour éteindre l'incendie. Si vous savez ça, ça veut dire que, par exemple, les ONG, les autorités spirituelles et morales, les intellectuels, etc., tous ces acteurs dont la caractéristique est qu'en général, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pouvoir au sens institutionnel du terme, mais par contre, ils sont dans une situation où eux, leur capital de réputation est fort, leur crédit en termes de confiance est fort. Et donc, si ces acteurs-là se mettent à dire, attention, si vous faites du greenwashing, du social washing, etc., on va attaquer le capital réputation par du boycott ou n'importe quelle autre forme, ils vont avoir une efficacité beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer. Et inversement, ils peuvent aussi construire, et je vais en venir sur les rapports de différents types de légitimité, ils peuvent aussi construire des alliances dynamiques. C'est-à-dire, si telle entreprise, si telle banque est prête pour de bon à s'engager dans une action de transformation dont on peut vérifier la sincérité, à ce moment-là, on peut passer d'une logique de défiance à une logique de collaboration et à une logique d'alliance, ce qu'on a commencé à créer avec ce qu'on a appelé le projet Bourse des vraies valeurs, c'est-à-dire avoir des outils de discernement qui permettent de repérer le degré de crédit que l'on peut accorder et le fait que les garanties que l'on demande, si le crédit est bas, sont évidemment beaucoup plus importantes que si le crédit est haut. Si vous passez une alliance avec le crédit coopératif, vous avez a priori plus de crédit que si c'est avec la BNP ou la Société Générale. Donc les garanties que les acteurs de la société civile vont demander vont être plus importantes. Voilà, et donc quand on rentre dans les articulations entre légitimité, territoire, etc., l'un des points clés, c'est de dire, évidemment, il y a des différences entre société civile, société politique, il y a des différences entre territoire local, continental, régional, mondial, etc. Mais à chaque fois, la question fondamentale, c'est quel crédit, au sens de confiance, peut-on faire à ce groupe d'acteurs? Quelle garantie peut-on lui demander? Et quels sont ses points faibles, justement, dans une société où l'information et la communication jouent un rôle décisif? Quels sont les points faibles qu'on va pouvoir utiliser? Et là, ça permet un discernement, parce que, par exemple, le discernement dans la sphère politique, quels sont les acteurs politiques auxquels on peut faire crédit? C'est-à-dire ceux qui sont dans une logique où leur rapport au pouvoir est un rapport de création démultiplié par la coopération. Vous avez quantité d'élus, par exemple, qui ont ce rapport-là au pouvoir, et dont d'ailleurs le système de gratification, c'est qu'ils ont le sentiment, comme élus, que leur action a un sens parce qu'elle participe d'une aventure collective, qui est celle de leur collectivité territoriale. Tandis que l'élu, quel que soit son niveau, qui est complètement dans la logique de conquête, il va avoir un rapport au pouvoir qui est un rapport maladif, qui est un rapport d'addiction. Donc ce n'est pas le politique en soi, c'est quels sont les politiques malades, quels sont les grands malades de l'addiction au pouvoir comme lutte pour la conquête et la préservation de postes, et quels sont au contraire les politiques avec lesquelles des alliances sont possibles parce qu'ils sont prêts à être du côté du pouvoir créateur. Et c'est la même chose dans l'ordre économique. Quels sont les acteurs, y compris des entreprises marchandes, avec qui il y a des alliances possibles parce qu'elles sont prêtes à développer des biens et des services qui sont bénéfiques. Elles sont prêtes à avoir des postures de responsabilité sociale et sociétale avec qui on peut faire alliance. Inversement, quand on est en présence
des acteurs de type Monsanto, vente d'armes, etc. Là, alerte rouge, messieurs, parce qu'en général c'est plutôt des messieurs que des dames, nous avons le regret de vous dire que votre crédit est aujourd'hui égal à 0,000 et par conséquent, si vous voulez remonter en quoi que ce soit votre capital réputation, voilà la liste des garanties que nous vous demandons. Donc les logiques d'articulation, elles ne s'annulent pas, mais elles sont traversées en permanence par cette question du discernement. Et c'est ça aussi qui permet de penser une articulation positive où, au lieu d'opposer, par exemple, le mondial au local, on a une capacité à la fois à relocaliser et en même temps à construire ce que Édouard Glissant appelait de la mondialité, de la mondialité comme alternative à la fausse mondialisation qu'est la globalisation financière, qui est une mondialisation complètement hors sol. Mais si vous partez des territoires, l'un des territoires, c'est le territoire mondial. Et l'une des grandes aventures de l'humanité, c'est ce qu'on peut appeler l'aventure du peuple de la Terre. Nous sommes le peuple de la Terre, et précisément à cause des défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons en même temps, c'est ce que dit souvent Edgar Morin, un sentiment de destin commun. Et donc construire la mondialité, construire ce peuple de la Terre, et comprendre que la localisation, la relocalisation est un élément complémentaire et non pas contradictoire, et ça vaut pour tous les terrains. Je veux dire, par exemple, retrouver aujourd'hui un plein sens de l'Europe, en disant c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'une communauté de collectivités humaines multinationales s'est construite autrement que par la guerre et par la domination. Je veux dire, c'est quand même pas rien comme opération. On va quand même pas laisser les apprentis sorciers et les destructeurs de tous azimuts détruire ce formidable capital. Et donc, repenser l'Europe dans cette situation-là, ça n'est pas abandonner ni d'un côté les terrains locaux et régionaux, ni de l'autre côté le terrain de la mondialité. Vous voyez, c'est comme ça. Excusez-moi, je suis déjà trop long sur cette partie-là, donc on pourra reprendre éventuellement le troisième volet de la question, mais on va peut-être continuer sur d'autres. Je pense qu'il y avait une question qui était en route là-bas tout à l'heure. Sébastien revient avec le micro. Sûr ? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là ? Ouais, deux là-bas. Ouais. Merci beaucoup pour ton intervention. Ici. Là. Ah, pardon. J'avais une question concernant les indicateurs économiques que l'on utilise en France ou même dans le monde. Existe-t-il un indicateur équivalent au PIB qui intégrerait toutes les autres dimensions sociales, sociétales, et pour ouvrir même un petit peu plus la question, avons-nous dans les cartons, avons-nous un modèle de société qui serait utilisable ou qu'on pourrait mettre en pratique, prenant mieux en compte la dimension économique, sociale et le fait de vivre en société. Merci. Marc, derrière. Merci. Alors, je vais être peut-être un peu caricatural, mais en même temps, j'aurais besoin, après cet exposé, moi, d'aller un peu plus loin sur une question simple. Quand vous dites il faut changer de critères, et prenons comme critère ce qui est force de vie ou ce qui est force de destruction, ok, on l'entend et c'est pertinent, mais après, comment est-ce qu'on fait quand on a dit ça ? Parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'on appelle force de vie ou force de destruction. Et c'est beaucoup une question entre mouvements
dit alternatifs ou politiques où on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses parce qu'on ne les voit pas de la même façon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà? Étant donné qu'il nous reste une dizaine de minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être une toute petite dernière, mais c'est surtout pour avoir le temps d'écouter les réponses. C'est un peu sur le même thème. En fait, la question serait de... Aujourd'hui, je pense qu'on pense plus au court terme et ses valeurs de vie. Comment on pourrait les faire et le projeter au long terme et influencer, je sais pas, le système économique ou les politiques pour qu'ils pensent au long terme. Alors, il y a déjà un lien entre la première et la troisième question, parce qu'un des éléments dans la question des nouveaux indicateurs, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent justement d'intégrer des éléments de moyen et de long terme. Je vais prendre quelques exemples. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée de rester sur le même terrain que celui du PIB et de vouloir à tout prix avoir un seul indicateur. C'est un peu comme si vous étiez dans un véhicule et que vous disiez, tiens, je n'utilise que la jauge d'essence, que le compteur de vitesse ou que les systèmes d'alerte sur les liquides de frein. Bon. On a besoin d'une série d'indicateurs, pas trop nombreux, parce que si je reprends ma comparaison, si vous avez 50 cadrans devant vous, bonjour les dangers. Donc il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, mais il faut qu'ils vous donnent des informations décisives, en particulier sur les risques. Hein, c'est la question de la soutenabilité. À partir de quel seuil vous risquez de ne plus avoir de frein, ou vous allez trop vite, etc. À partir de quel seuil vous avez par exemple une mise en danger de la soutenabilité écologique ou de la soutenabilité sociale, parce que par exemple des critères tels que la souffrance au travail sont trop importants, etc. Et par rapport à ça, on a déjà une batterie d'indicateurs. Ils ne sont pas parfaits, mais l'empreinte écologique va vous donner des éléments d'information clés sur la soutenabilité écologique. Un indicateur tel que l'indice de santé sociale va vous renseigner sur les risques d'insoutenabilité sociale. Et puis on peut en prendre comme ça plusieurs dans quelques exemples. Et donc, dans ces indicateurs-là, on peut parfaitement intégrer la question des rapports au temps. Hein, dire par exemple, avec l'empreinte écologique, vous avez des seuils d'insoutenabilité qui sont encore acceptables sur les 10 ans qui viennent et qui deviennent complètement insoutenables si vous vous projetez à la fin du siècle. Alors, une fois que vous avez travaillé sur cette question des indicateurs, on en arrive à ce que vous dites sur le fait qu'il peut y avoir des éléments de désaccord, y compris de désaccord entre des acteurs qui peuvent partager un certain nombre d'objectifs ou de valeurs communs. Et là, c'est très important, et on retrouve aussi la question de l'altérité, de considérer que la différence, voire la divergence, est un atout. Ce qui est toxique, ce n'est pas le désaccord. Ce qui est toxique, c'est le malentendu, avec les dégâts collatéraux du malentendu que sont le soupçon et le procès d'intention. Donc par exemple, un des outils qu'on utilise dans un certain nombre de mouvements de citoyenneté, c'est ce qu'on appelle des ateliers de construction de désaccords. C'est-à-dire qu'un désaccord, ça se construit. Et notamment qu'un des éléments de la construction, c'est de repérer ce qui fait véritablement débat, ce qui fait véritablement désaccord, et de ce qui relève de malentendus, de soupçons, de procès d'intention. Et pas simplement du point de vue de l'intelligence mentale, parce que très souvent, les éléments émotionnels jouent un rôle tout à fait déterminant. Donc par exemple, quand on fait un atelier de construction de désaccords, on a une première partie qu'on appelle réduire l'opacité.
hein, pour arriver à vraiment se comprendre de quoi parle-t-on, qu'est-ce qui va faire vraiment débat, et on prend les mots-clés d'un désaccord potentiel et on demande à l'Assemblée de jouer aux quatre coins. Comment est-ce que vous vous sentez avec ce terme? Ceux qui se sentent bien se mettent à un coin, ceux qui se sentent mal en face, ceux qui sont mitigés à un troisième, ceux pour lesquels ça déclenche aucune réaction émotionnelle se mettent à un quatrième. Et dans un premier temps, on va simplement écouter les raisons des ressentis des uns et des autres. Et là, on va avoir des surprises. Hein, parce qu'il y a quantité d'éléments où la charge émotionnelle est très forte, mais on n'a pas forcément compris les raisons pour lesquelles tel ou tel acteur est dans une position de ressenti positif ou négatif, etc. Moi, je me souviens d'avoir fait une construction de désaccord où la question de la sécurité était le mot qui avait été choisi. Comme on était dans un milieu plutôt de tendance alternative, la grande majorité du groupe dans les quatre coins, il s'était mis en position de ressenti négatif. Parce que sécurité, ça fait penser à sécuritaire, etc. Puis dans le groupe des mitigés, il y en a un qui dit, bah oui, d'accord, moi je me sens mal avec la logique sécuritaire, mais pour moi le mot sécurité, ça me fait aussi penser à sécurité alimentaire ou à sécurité sociale. Disent les autres, bah oui, mais alors à ce moment-là, ça change tout. Et donc à ce moment-là, on fait une autre géographie et on dit qu'est-ce qui se passe si on dit par exemple sécurité alimentaire. Et vous commencez à voir les groupes bouger, et quand vous allez passer ensuite à la deuxième étape, celle de construction de désaccords proprement dit, il y a un paquet considérable de malentendus, soupçons, procès d'intention, qui ne sont plus dans la pollution du débat. Et à ce moment-là, on comprend bien que le désaccord lui-même devient une richesse. Et l'objectif n'est pas d'arriver à tout prix à un consensus. Très souvent, on garde le désaccord, mais ce qu'on peut appeler le désaccord de sortie, il est qualitativement très supérieur au désaccord d'entrée. Et y compris, il va permettre une traçabilité, c'est-à-dire, à la fin, on va dire, bon, y compris, on va retrouver la question des indicateurs. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, telle option va entraîner un certain nombre de risques, ou au contraire va être source de valeur ajoutée au sens de force de vie? On va enregistrer ces éléments. On va dire, et quels seraient selon vous les indicateurs qui permettraient d'apprécier si on est plutôt du côté positif ou du côté négatif? Et puis on va se donner rendez-vous, ça peut être dans 3 mois ou ça peut être dans 2 ans, pour apprécier ensemble si c'est plutôt les craintes des uns ou les espoirs des autres qui ont été validés par la réalité. Et à ce moment-là, on a un processus qu'on va qualifier de qualité démocratique. C'est-à-dire la démocratie ne se définit pas simplement sur le plan quantitatif par la loi du nombre. Une fois que j'ai une majorité, je me moque de savoir quelles sont les raisons d'opposition. Elle se définit par la qualité. Donc vous pouvez avoir un groupe d'acteurs, par exemple des lanceurs d'alerte, qui vont être hyper minoritaires, et dans une approche quantitative de la démocratie, ou si vous raisonnez en termes de rapport de force, quantité négligeable. Dans une approche qualitative, vous allez vous dire, attention, là, ces lanceurs d'alerte, ils sont prêts, ils sont peut-être en train de m'alerter sur des risques majeurs que la quasi-totalité du groupe n'a pas repérés. Si on avait davantage écouté les lanceurs d'alerte des années 60 sur le nucléaire civil en France, qui disaient à une époque on était absolument persuadé que le risque d'accident il était proche de zéro et que les déchets c'était pas un problème parce qu'on finirait bien par trouver le moyen de les traiter, on n'aurait peut-être pas mis tous nos œufs dans le même panier. Alors, juste pour terminer l'affaire, une des méthodes assez simple, c'est on repart de la question des bénéfices et des pertes. Et on va faire 4 colonnes. Quelles sont, selon vous, les activités bénéfiques, sources de création de valeur?
quelles sont selon vous les activités dangereuses, sources de destruction de valeur. Colonne des bénéfices, colonne des pertes revisitées. Qu'est-ce qui fait doute? Parce qu'il y a des situations, c'est pas qu'on est en désaccord, mais il y a un doute. À partir de quel niveau, par exemple, on apprécie la dangerosité de telle ou telle situation. La partie doute, c'est un chantier commun, collectif. On n'est pas en désaccord, mais on dit là, il y a doute. Et puis, la quatrième colonne, c'est qu'est-ce qui fait débat? Où sont les désaccords présumés? Par exemple, parce que certains disent ça c'est bénéfique, pas du tout, disent les autres c'est nuisible. Ou ça c'est partiellement bénéfique, mais ça peut entraîner tel effet contre-productif par ailleurs. Et là, dans la quatrième colonne, on applique la méthodologie de construction de désaccords. Et ça, par exemple, pour des mouvements qui peuvent avoir entre eux des différences, voire des divergences importantes, et qui souvent ne savent pas traiter leurs désaccords, c'est extrêmement précieux, parce que quand on a eu cette expérience-là, on comprend bien que la différence, voire la divergence, est une richesse, c'est pas une menace pour un groupe. Je distingue la construction du désaccord de ce que je disais tout à l'heure, de la construction de conflits. Hein. On construit des désaccords avec des acteurs avec lesquels, par ailleurs, on est plutôt en alliance et on partage un certain nombre d'objectifs et de valeurs. Et puis, on peut être avec des acteurs dont on considère que leur dangerosité est telle que là, c'est vraiment de la construction de conflits qu'il faut faire. Mais même quand on est dans une construction de conflit, c'est important de savoir quelle est la part de malentendu qu'il peut y avoir avec le partenaire adversaire. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Hein. Donc la question des indicateurs, c'est un outil parmi d'autres des opérations de discernement. Et les indicateurs, c'est comme les monnaies, il ne faut surtout pas confondre le moyen et la fin. Ce sont des outils au service d'une autre approche de la richesse, d'une autre approche de la démocratie, mais si on confond l'outil et la finalité, alors on se met à avoir des super spécialistes, des nouveaux indicateurs, mais qui peuvent être dans la captation de savoir ou d'expertise sur ces indicateurs, comme on peut avoir des fascinés des monnaies alternatives, mais qui oublient complètement que la monnaie n'a aucun sens si on ne commence pas par se poser la question où sont les richesses réelles à faire circuler. Et ce qu'on dénonce dans le système dominant, qui est la confusion entre les moyens et les fins, on la reproduit. Donc c'est très important d'intégrer toujours cette dimension-là dans une perspective émancipatrice plus globale. Un grand merci Patrick d'être venu jusqu'à nous et puis de nous avoir fait partager cette soirée. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont envie de rester, soyez les bienvenus pour boire un coup et poursuivre ces échanges. Je vous rappelle juste les petites dates que j'évoquais en début de soirée. Le 21 février, Gaël Giraud au Collège de la Villette. Le 21 février, Fabien Ollier sur la tyrannie olympique à l'AQCV. Le 22 février, l'Assemblée des accordeurs au Centre social des Combes à Chambéry-le-Haut. Et puis au mois de mars, les rendez-vous du CCFD à Valence avec les partenaires thaïlandais. Et puis pour plus largement, tout ce qui se retrouve effectivement sur le site du prétexte et le vote en ligne pour la transition citoyenne jusqu'au 16 février. Merci. Voilà, bonne soirée à vous. Ravi d'avoir passé ce temps avec vous. Vu qu'on a fait l'éloge de la coopération toute la soirée, des alliances stratégiques, tout ça, n'hésitez pas à empiler quelques chaises avant de partir. Et n'hésitez pas à laisser quelques petits euros dans le petit panier à la sortie. Merci à vous, au revoir. Merci.